l'élément moral de l'infraction. L'élément moral de l'infraction constitue à s'approprier une chose qui n'était pas à vous, mais à utiliser un certain nombre de procédés. Donc on va avoir cette intention-là parce que c'est une question intentionnelle. Et vous allez vous rendre compte que lorsqu'il s'agit de l'intention, non seulement c'est-à-dire mon prédécesseur, il a balayé par le cours de l'imputabilité qui affecte gravement le discernement, la capacité de volonté, de vouloir votre œuvre. Mais bien au-delà de ça, déjà l'élément intentionnel ici pose un certain nombre de problèmes. Pourquoi? Parce que l'arme est utilisée ou l'engin qu'on appelle arme n'est qu'un jouet. N'est qu'un jouet. Et donc vous allez considérer qu'il n'y a pas vol mais armé. Comme l'a vanté dans l'article 81 ici. Il n'y a pas vol mais armé. Il n'y a pas vol mais armé. Cette intention-là pose problème. Et au-delà du vol mais armé, on nous a développé les terrorismes. Voilà la gravité du mot. Hein. On dit terrorisme. Donc on veut comparer notre cliente au ministre de Boko Haram. On veut comparer notre cliente avec un certain nombre de gens qu'on a connus dans le monde appelés Ousmane Ben Laden, qui terrorisaient les États-Unis d'Amérique. Et nous connaissons la gravité de ces actes de terrorisme. On ne peut pas parler de terrorisme avec beaucoup de légèreté notoire, non. C'est quoi le terrorisme, votre honneur? Est-ce que le terrorisme, c'est le simple fait de se trouver à l'agence qu'on peut considérer le terrorisme? Est-ce que le terrorisme, c'est le simple fait d'utiliser les jouets à la maison comme des enfants? Ah, terrorisme. Sinon, tous nos enfants seraient terroristes. Le terrorisme, c'est le fait d'entrer là-bas pour dire non seulement non, je l'ai vu, et puisque je l'ai vu, moi, militaire de garnison, je m'arrose la compétence et je vais poursuivre ces derniers pour le terrorisme. On n'a pas voulu introduire le mémoire unique pour balayer cette question, mais on a refusé à votre honneur pour dire que votre honneur, on a voulu mettre à charge de notre pays la question du terrorisme pour renforcer. Les professionnels savent la question des Vimissa. On ne doit pas les poursuivre pour telle infraction, on doit ajouter encore d'autres pour alourdir ce que le prof Nabiou appelle la surpénalisation, qu'on ne peut pas aborder ici. Alors la question du terrorisme, votre honneur, devient compliquée. Au-delà de vol mais armé que nous avons balayé ici, on dit que l'intention pose problème. La question de l'intention pose problème. L'arme même utilisée n'est pas dans le cadre de l'arme, donc il balaye, qu'il enlève dans le champ des cadres de vol mais armé par les droits congolais. Et si le ministère public revient, nous reviendrons avec force pour lui, il veut nous introduire un nouveau droit, sécuriser les droits, il n'en a pas compétence ni qualité. Seul le législateur peut définir les règles légères. Le juriste est censé appliquer ce que le législateur a dit. Et en droit public, on dit les compétences sont d'attribution. On vous a attribué la compétence de rechercher les infractions qui sont commises. On ne vous a pas attribué la compétence de légiférer, qui est la compétence exclusive à la fonction législative de notre pays. Nous devons sécuriser les parlements. Nous devons sécuriser les organes attribués à ces derniers pour éviter ces genres de choses. Et donc, vous allez comprendre, votre honneur, qu'il n'y a pas vol mais armé. Pourquoi? Parce que l'intention fait défaut. Et les engins utilisés en droit positif congolais ne sont ni contendants, ni perçants. Comme nous en avons dit ici, les caractères contendants, perçants et tranchants. Et dans ces trois caractères, l'arme est là, où les jouets ne répond à aucun caractère. Alors faut-il les considérer en tant que tel? Non. On veut dire non, monsieur le président, on vous supplie s'il te plaît, la doctrine d'Emmanuel, je ne sais pas si c'était son nom, il a écrit en 2023. Nous avons demandé à M. Emmanuel de continuer à proliférer les ouvrages en droit français, qu'il sache qu'en droit pénal congolais, il y a des savants qui réfléchissent à la hauteur de ce que le législateur a dit. Et voici un savant que nous avons apporté, qui s'appelle Likoulia Bolongo Norbert, qui est aussi enseignant de tout ceci. Autrement. Et c'est comme ça qu'il vous a appris. Et donc vous devez rester dans ce qui a été développé pour comprendre les sociétés. Donc il n'y a pas vol mais armé. Et par exemple impossible, votre honneur, en chutant, nous chutons par les terrorismes. Ce que nous ne voulons pas, parce que nous serons vraiment libres. Quand vous allez nous lire, vous allez comprendre la hauteur de ce que nous avons développé. Le terrorisme. Le terrorisme, juste par la définition, on peut s'arrêter par là. Par la définition, votre honneur. Le terrorisme, on le définit par l'article 157 du Code pénal militaire congolais, constitue des actes de terrorisme
Déjà, le législateur ne définit pas, donne seulement un certain nombre d'actes qu'on peut considérer des terrorismes. Il dit constitue les actes de terrorisme sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler. Voilà le but, le mot but intervient. Ces actes de terrorisme, mais ayant pour but de troubler, on ajoute encore quelque chose de précision, gravement l'ordre public. Gravement l'ordre public, par le moyen de l'intimidation ou de la terreur de l'infraction. Autre honneur. Et faisons un peu de la phraséologie. Par moment, Maurice de Grévis nous suit partout. Par moment, Maurice de Grévis nous suit partout. Il nous fait comprendre, votre honneur, un certain nombre de choses. Le code de la loi limite à tronquer la compréhension de cette disposition. Il dit non, mais il y a terrorisme parce qu'il est entré, il a sémé, il y en a flâné, on se limite par là. Oublions que la loi elle-même éclaire une entreprise individuelle collective ayant pour but de troubler gravement. On reviendra encore ici dans le terrorisme, la question de l'intention. La question de l'intention va suivre toujours. Et vous allez comprendre qu'il ne suffit pas seulement de voir les actes matériels qui révèlent le culpa, mais au-delà du culpa, il y a aussi l'élément moral. L'élément moral. À défaut duquel on ne peut pas parler de la responsabilité pénale d'une personne, votre honneur. On a dit, ce sont des actes, on pose des actes de vol, on dit des actes d'extorsion, on parle d'un certain nombre d'actes en droit commun, en droit militaire, et on descend, j'en pense. Mais on dit, c'est dans le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, par la terreur, votre honneur. L'image était ici. L'instruction l'a révélé. Vous avez vu comment est-ce que la cliente est entrée. Et en posant l'acte, avant d'en sortir, votre honneur, il y a eu un certain nombre d'intercalages. Et il a été récupéré. Vous connaissez de la manière dont il a été récupéré. Et après quoi, votre honneur, on a suivi religieusement ici. On se pose des questions. Où est cette intention? Au-delà des actes, cette intention de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation de la terreur. Où est cette intention? L'élément d'abord intentionnel de cette infraction. Où est cette intention? Parce que l'intention ne se dit pas. On ne le définit pas pour définir. On doit démontrer qu'une seule personne vulnérable de son état qui prend l'arme qu'on appelle jouet, pistolet jouet, et qui entre dans cet endroit qu'il a entendu comme victoire, autre honneur, avec le monde qu'il y a. Et au-delà de victoire, il y a des policiers qui sont là. Il y a des vigiles qui sont là. Déjà une personne de son état, femme, vulnérable, considérée, comment est-ce qu'il va parler de la question de la terreur et de l'intimidation? Et c'est comme ça que vous allez comprendre que tout ça, ce sont des raccordements. Ce sont des raccordements que j'ai appelés frauduleux pour chercher à vivre ça. Mais je vais vous dire, votre honneur, vous n'allez pas vous laisser dans ces vivre ça. Parce qu'on ne doit pas seulement dire des choses pour dire, mais on doit non seulement le dire, on doit analyser chaque infraction comme en droit pénal spécial, selon les éléments établis, et en déduire un certain nombre de choses pour asseoir la question de la responsabilité pénale d'une personne. Au-delà de cause de non-imputabilité, parce que vous n'allez même pas s'en passer, vous êtes liés par la loi. La loi est là, votre honneur. Ce ne sont pas des principes généraux des droits comme l'a prétendu certaines personnes. Il y a des principes généraux de droit simples et des principes généraux de droit à valeur légale, qu'ils soient notés. Quand est-ce qu'il est mis à valeur légale? Lorsqu'il est coulé en moule juridique. Ça devient des dispositions légales. Et vous allez comprendre, votre honneur, c'est mutatis mutandis avec les causes qu'on appelle de justification, l'état de nécessité. Aujourd'hui, coulé en moule juridique, ce ne sont pas d'application prétorienne. C'est devient la loi. Et votre tribunal ne doit pas s'en passer lorsque cet élément est développé. Donc, non seulement ça liera votre tribunal, votre honneur, et vous allez vous référer à ce qui a été déposé comme les rapports, mais au-delà de ça, par exemple impossible, vous lirez, votre honneur, l'association des malfaiteurs mis à charge, non établi, le vol mais armé, mis à charge, non établi, par défaut d'intention, au-delà des terrorismes, les terrorismes également non établis. Pourquoi non établis? Par défaut d'éléments moraux. Nous précisons. Le code de la loi a dit ici, il a seulement défilé, déambulé, mais il n'a pas démontré
cette intention-là qu'il avait de troubler gravement par intimidation. Il n'a pas démontré. Et je sais qu'il sera impossible de prouver ça parce qu'il a déjà compris. Lorsque le docteur était là, le docteur a balayé toutes les questions. Il a donné même les substances des questions de certaines parties. Ou même le tribunal avait compris que non, ici, il n'y a plus match. Il n'y a plus à poser de questions parce que tout est là. Et voilà. Donc ça m'a mis l'organe d'alors parce qu'étant un juriste de séché, les connaissants, il a voulu démontrer son réquisitoire. Mais un réquisitoire qui est divorcé de la partie civile, un réquisitoire unique qui n'a pas un caractère d'impartialité. Et vous allez comprendre qu'à cet effet, il n'y a pas de terrorisme. Mais si vous passez par extrême impossible, c'est moyen votre œuvre. Il y a d'autres moyens encore. Par extrême impossible. Parce que nous plaidons à toute fin utile. Si vous passez par extrême impossible de ces moyens, considérez ce que les successeurs diront. Parce que les successeurs viendront encore avec des éléments marqués. Sous votre autorisation, votre œuvre, si vous pouvez accorder la parole aux successeurs, non seulement pour conclure, mais aussi pour disposer, ce serait utile. Nous avons. Monsieur le Président, nous n'allons pas abuser de votre temps. Tout en vous remerciant, permettez-moi de saluer ou de louer les plaidoiries magistrales et aussi pertinentes qui ont été faites par mes estimés confrères qui vous ont démontré de manière noire sur blanc les causes de non-imputabilité qui ont été développées par mon estimé confrère qui est intervenu en première position et aussi les non-établissements de toutes ces infractions que le ministère public avait développées ici de manière très hasardeuse. Alors moi, quant à mon intervention, j'aimerais bien y revenir parce que c'est tellement clair comme de l'eau claire dans un verre très clair. Donc pour laquelle, Monsieur le Président, je vais circonscrire mon intervention spécialement. C'est vrai que je vais disposer, mais avant cela, je vais ajouter un élément très important. Et l'élément n'est rien d'autre que de vous demander, Monsieur le Président, de statuer pour une éventuelle condamnation avec des circonstances atténuantes. Monsieur le Président, j'arrive pour développer maintenant l'argumentaire ou l'élément que j'ai circonscrit. Monsieur le Président, les honorables juges, vous vous souviendrez ici, Monsieur le Président, que la justice pénale congolaise telle qu'elle est organisée, elle n'est pas conçue pour détruire, mais c'est plutôt pour prévenir, corriger et aussi réinsérer. Raison pour laquelle, Monsieur le Président, je me mets devant vous pour vous demander, Monsieur le Président, Monsieur le Président, le confrère va continuer. Je voulais juste, c'est juste pour raison d'orientation. Je l'ai dit quand j'ai pris la parole, nous plaidons à toute fin utile. Nous avions commencé par le code de non-imputabilité, et je l'ai dit, si jamais le tribunal passait outre, mon estimé confrère qui m'a suivi est venu pour démontrer l'inexistence de toutes les préventions mises à charge de notre client. Le confrère qui va prendre la parole tout à l'heure, qui va disposer à toute fin utile, si jamais vous passez outre le code de non-imputabilité, mais aussi l'inexistence de toutes les trois préventions, vous allez à l'extrême retenir les circonstances atténuantes qu'il va développer et il va disposer. Je voulais juste donner cette précision. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Je continue tout en remerciant mon estimé confrère qui vient de fixer l'orientation telle qu'elle est donnée. Je disais ici, Monsieur le Président, que la justice pénale congolaise, telle qu'organisée, elle n'est pas conçue pour détruire, mais elle est là plutôt pour prévenir, corriger et aussi réinsérer. C'est dans cette philosophie que, Monsieur le Président, j'aimerais vous demander, partant de ma plaidoirie, de statuer non seulement en droit, mais aussi en équité. Monsieur le Président, notre cliente, Madame Honorine Force, qui est aussi aujourd'hui devant vous, présente quelques éléments qui peuvent lui ouvrir pleinement droit aux circonstances atténuantes. Et parmi ces éléments, Monsieur le Président, je citerai principalement sa qualité, qui n'est rien d'autre qu'une délinquante primaire. Et le second élément, Monsieur le Président, que j'aimerais développer, c'est sa franche collaboration qu'elle a eu à vous donner, non seulement ici, mais depuis à la phase préjuridictionnelle.
Cette dame que vous voyez a collaboré sur toutes les lignes avec la justice congolaise, en commençant par l'OPJ. Et d'ailleurs, c'est sa collaboration qui a aidé le ministère public à ne plus poser des actes d'instruction et de la déférer directement devant vous ici. Et en dehors de ça, Monsieur le Président, vous allez aussi tenir compte des intérêts des enfants qu'elle a. Cette dame que vous voyez, c'est une mère de 4 enfants, dont un majeur, et tous les 3 sont mineurs. Au-delà de ça, Monsieur le Président, la dame que vous voyez, et ça vous a été dit ici, démontré même par l'expert, cette dame souffre de ce que nous appelons les troubles mentaux, et plus spécialement de la démence, s'il faut les préciser. Alors, Monsieur le Président, j'aimerais aborder le premier point, consistant en sa qualité de délinquante primaire. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut entendre par la délinquance primaire? Ici, je me réfère au lexique des termes juridiques qui définit cette notion. Le lexique des termes juridiques qui définit la notion de délinquance primaire comme étant la situation d'un notaire ou d'un complice d'infraction qui ne se trouve pas dans un cas de récidivité. Ceci dit, Monsieur le Président, notre cliente que vous voyez ici, Madame Honorine Boss, n'a jamais été poursuivi et il n'a jamais été fait objet d'une quelconque condamnation. Et à ce jour, Monsieur le Président, vous allez le remarquer ensemble avec nous que son casier judiciaire reste à ce jour vierge. Et Monsieur le Président, je crois que les articles 6 bis, 18, 19 du Code pénal vous donnent cette compétence qui vous dit de manière expresse que les juges, vous devez tenir compte si certains éléments de la personnalité de l'infracteur pour lui accorder des circonstances atténuantes. Ainsi dit, Monsieur le Président, en le faisant, vous allez non seulement respecter la loi, mais aussi l'équité et aussi certains principes d'humanisme qui nous régissent. Ça, c'était par rapport au premier moyen. Et le deuxième élément développé ici, on a parlé de la franche collaboration que cette dame a donnée à la justice congolaise. Cette dame, Monsieur le Président, a eu à collaborer à tous les niveaux. Je l'avais souligné ici que c'était sur toutes les lignes. Au niveau de la police, au niveau de l'auditorat, c'est vrai qu'elle n'a pas été entendue suffisamment. Et chez vous ici, depuis qu'elle est là, elle n'a nié aucun fait. Et partant de cela, Monsieur le Président, il est ressorti de la doctrine qui sont unanimes qu'un pareil auteur d'une infraction qui collabore, qui facilite la tâche à la justice, c'est tout à fait normal et logique qu'il puisse bénéficier des circonstances atténuantes. Et je sais que le tribunal est assez aguerri et sage et il les tiendra en compte. Je vais au troisième moyen que j'avais développé ici, Monsieur le Président, c'est sa situation d'une mère. Et de surcroît, Monsieur le Président, les honorables juges, non seulement qu'elle a 4 enfants, mais parmi ces 4, il y a 3 qui sont jusqu'à ce jour mineurs. Et tous ces enfants, parce que ça a été dit ici, ça a été révélé par les estimés confrères, que tous ces enfants vivent sous la surveillance et le contrôle de cette même dame. Quoique ces facultés mentales soient un peu altérées ou soient altérées totalement comme nous renseignent les rapports médicaux, mais ces enfants vivent sous la surveillance et le contrôle de cette dame. Elle ne travaille pas, oui, nous comprenons, mais le gouvernement allemand à ce jour alloue des indemnités à ces enfants via leur maman qui le gère, via leur maman qui les surveille. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, si je vais vous expliquer combien est-ce que ces enfants-là sont traumatisés par la situation qui est arrivée à leur mère, vous n'allez pas croire et vous aurez pitié en tant qu'humain. Les enfants mineurs qui sont aujourd'hui abandonnés à leur triste sort, ils sont dans des foyers sociaux au niveau de l'Allemagne. Ces enfants-là qui aujourd'hui ne savent pas les conditions auxquelles leur mère a été arrêtée, et certains entre eux sont tombés dans des images tellement horribles. Des images qui ont démontré combien que leur mère a été humiliée devant le monde. Et ça a choqué, et jusqu'à aujourd'hui, les traumatismes restent dans le chef de ces enfants.
Et de surcroît, la dame que vous voyez ici, depuis qu'elle est incarcérée, son téléphone, ça a fait objet de débat ici, elle n'a pas son téléphone. Et à ce jour, elle n'a aucune communication avec ses enfants. Ses enfants, au jour d'aujourd'hui, ils sont dans un traumatisme en outrance. Et alors, Monsieur le Président, si je vais même me référer à l'article 34 de la loi pour la protection de l'enfant, si votre autorisation, si je peux vous donner la lecture. Monsieur le Président, cet article 34 de la loi portant protection de l'enfant, je souligne bien, c'est la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Voilà ce que dispose cette loi en son article 34. Retenez, Monsieur le Président, l'article 34 dit ceci. L'enfant dont les parents ou l'un d'eux sont absents, en détention, en exil, emprisonné, expulsé ou mort, a droit aux renseignements essentiels s'il est lieu où se trouve son parent ou les membres de sa famille. Vous allez comprendre que, Monsieur le Président, à ce jour, cette dame n'est pas en communication avec ses enfants. Et ses enfants mineurs de leur état, aujourd'hui, sont traumatisés à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et aujourd'hui, si par l'extrême miracle, comme l'avait souligné mon estimé confrère ici, que votre auguste tribunal arriverait à passer outre tous ces moyens de droit très consistants développés ici, et qu'il arriverait à condamner cette dame à une peine très sévère, Monsieur le Président, je vous le dis que cette action va détruire toute une famille. Parce qu'aujourd'hui, la famille est en débandade qu'on ne peut même pas mesurer. Alors, Monsieur le Président, imaginez-vous, vous prenez une décision et cette décision détruit toute une famille. Sachez que cette décision serait même contraire à la philosophie protectrice de notre droit. La philosophie protectrice de notre droit qui veut à ce qu'on puisse protéger la famille. Il est même ressorti de la doctrine unanime qui nous dit ceci. Je ne saurais pas les lire, faute du temps, nous allons les énumérer dans nos notes de plaidoirie. Ça a été dit ceci, que les juges pénals que vous êtes, dans votre pratique, vous devez considérer que la peine tient compte des impératifs sociaux familiaux. Vous allez comprendre avec moi qu'infliger une peine sévère à cette dame, Monsieur le Président, conduirait ses enfants ou sa famille à une rupture familiale, ça amènera la précarité dans la famille et de ce quoi ça peut même inciter ses enfants à la délinquance. Parce qu'aujourd'hui, ils sont abandonnés à leur triste sort. Et je sais que l'auguste tribunal, avec sa sagesse, ne peut nullement prendre une pareille position pour détruire toute une famille qui doit être protégée au sens de la loi ainsi que de la doctrine. Monsieur le Président, je vais au dernier moyen développer son état mental, sa santé mentale. Et je crois sur cette question, Monsieur le Président, je n'ai plus beaucoup à dire, parce que ça a été dit, ça a été démontré ici, mais je tiens quand même à rappeler qu'il y a des auteurs congolais qui nous ont dit clairement que ne peut engager sa responsabilité pénale une personne qui, au moment de la commission des faits, n'agissait pas en âme inconsciente, n'avait pas sa conscience ou le sens de discernement. Alors, Monsieur le Président, c'est le cas. Les rapports médicaux ou les rapports d'expertise médicale qui vous a été versé dans les dossiers et interprété par l'un des médecins respectueux de la République qui a défilé devant votre auguste tribunal, il a eu de manière noir sur blanc à interpréter son œuvre. Il en a interprété, il vous a donné les éléments jusqu'à conclure que notre cliente souffre d'une démence intermittente. Et vous allez comprendre que, Monsieur le Président, c'est cet état de démence qui explique aujourd'hui ces comportements incriminés. Donc c'est cette démence qui l'avait conduit à faire tout ça.
Raison pour laquelle, mon estimé confrère qui est intervenu en premier, il vous a dit que son état était précédent à la commission de ces actes. Donc vous comprenez que le comportement incriminé ici a été incité non seulement par une volonté libre et délibérée de notre client, mais c'est par son état mental, c'est par la démence. Et le médecin nous a expliqué ici à des termes très clairs. Je crois que puisque notre cliente n'a pas ses facultés mentales, elle ne sait pas engager sa responsabilité. Et aussi, s'il faut faire un peu du droit comparé, j'ai lu un auteur français qui Retenez, Monsieur le Président, l'auteur c'est le professeur Jean-Pierre Pille, dans son ouvrage Droit pénal général, alors 2019, édition 10, page 282. Voilà ce qu'il dit. Il dit la personne atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes peut demeurer punissable, c'est-à-dire à la mesure du possible, mais elle doit bénéficier de larges circonstances atténuantes. Ça c'est un auteur qui le dit. Et Monsieur le Président, je crois que je dois m'arrêter par là pour passer à la disposition. Je crois que votre tribunal, à la mesure du possible, s'il arrivait à passer outre tous ces moyens de droit très bien fondés, très bien structurés qui ont été développés ici, il en tiendra quand même compte de tout ce que j'ai dit ici, pour accorder à cette dame le bénéfice des larges circonstances atténuantes. J'arrive pour disposer maintenant. Monsieur le Président, puisque tout a été clair, nous allons passer à la disposition. Par ces motifs, toute réserve généralement quelconque, qu'il plaise au tribunal, à titre principal, de retenir les causes de non-imputabilité, spécialement pour démence. Et aussi, Monsieur le Président, votre auguste tribunal doit ordonner le placement de Madame Honorine Onate Porchette au centre neuropsychopathologie de Kinshasa, CNPP tel que recommandé par les médecins. À défaut, Monsieur le Président, ça c'est à titre subsidiaire, à défaut de la prise en compte des causes de non-imputabilité, Monsieur le Président, que votre auguste tribunal puisse dire non établi en fait comme en droit les préventions d'associations de malfaiteurs, des vols à main armée et du terrorisme mis à charge à notre cliente. Et pour clore, Monsieur le Président, si par miracle le tribunal arrive toujours à passer outre, qu'il puisse retenir de larges circonstances atténuantes en cas d'une éventuelle condamnation qui, à ce jour, on n'est pas convaincu que ça pourrait arriver. Et pour la dernière question, Monsieur le Président, si la question est de dommage d'intérêt, nous nous soumettons à la sagesse du tribunal, tout en rappelant qu'il y aura un autre procès tel que promu par le ministère public qui va s'organiser pour poursuivre les préposés de l'État. On a tous perçu ici via les vidéos qui ont perçu l'argent. Je crois que les partis civils iront aussi pour postuler en dommage d'intérêt. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Le tribunal prend acte de votre plaidoyer et promet d'en tenir compte au moment du délibéré. La défense c'est pour le compte de quel prévenu? Monsieur le Président, cette fois-ci, nous n'allons pas faire comme l'organe de la loi qui avait pris 88 minutes. Nous allons appliquer notre principe, pas les principes des droits, mais les principes militaires. Les principes des 3 C, Monsieur le Président. Nous serons courts, clairs et concis. Nous allons parler des faits. Monsieur le Président, mon estimé confrère vous a dit que nous devons parler des faits. En droit pénal,
les faits sont considérés comme droits. Parce que les faits précèdent toujours le droit. Mais il est impérieux qu'on vous amène les faits pour que vous puissiez nous donner la règle de droit. Nous n'allons pas parler de tous les faits, Monsieur le Président, nous allons parler des faits de l'espèce. Les faits de l'espèce, c'est quoi? Il est indéniable, Monsieur le Président, que le 16 octobre 2025, au croisement des deux avenues, Kassabougou et Yala, dans la commune de Kassabougou, une dame qu'on a aujourd'hui nommée Honorine Porchen, elle s'est infiltrée dans l'agence Robank. Elle a eu le temps, elle a fait ce qu'elle a fait. Monsieur le Président, lorsqu'elle veut sortir avec les butins qu'elle a obtenus, elle a été stoppée net par ces courageux policiers. Le sous-commissaire principal, Kachama, il est là, Monsieur le Président. Même si l'organe de la loi vous dit que non, l'arme qui a été tirée, c'était un militaire de la prévôté militaire qui l'a tiré. Mais non, Monsieur le Président. Lorsque Kachama a tiré, il n'y avait aucun autre militaire aux alentours. C'est Kachama qui a alerté tous les autres services de défense et de sécurité. Mais l'organe de la loi ne veut pas reconnaître ça. Hier, il nous a parlé de Jésus-Christ. Mais il nous a dit que Jésus-Christ, nous savons que Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Mais pour avoir la vie, il doit dire la vérité. Pourquoi il ne veut pas dire la vérité que non, c'est Kachama qui avait tiré? Il a caricaturé les policiers pour dire que non, c'est un chef de poste de pacotille, un chef de poste figurant. Mais non, Monsieur le Président, Kachama s'est conformé à l'article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Je ne sais pas si je peux faire la lecture, je ne vais pas abuser de votre temps. J'ai donné la disposition légale, l'article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement de la police. Le policier, dans l'exercice de ses missions, peut arriver à faire l'usage d'armes, que ce soit armes blanches ou armes à feu. C'est ce que le policier Kachama a fait. Mais l'organe de la loi nous surprend tous. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui l'empêche de dire la vérité que non, Kachama a bien fait son travail, il doit défendre parce que la loi lui donne le temps d'instruire à charge et à décharge. Mais pour lui, il considère que non, Kachama n'a rien fait. Monsieur le Président, je ne vois même pas comment on peut dire que non, il y a eu coopération avec Mme Porchen. Monsieur le Président, les policiers sont affectés à la Raoban, qui est une institution qui assure la sécurité. Ils ont un ordre de mission. Ils ont un bulletin de service valant ordre de mission, Monsieur le Président. Nous pouvons préciser ces missions parce que c'est de cela qu'il s'agit. Monsieur le Président, nous commençons par le commissaire adjoint Molo. On lui a donné la mission de réguler la circulation, parce qu'il est de la police de circulation routière. On lui a donné la mission de réguler la circulation routière et organiser les parkings aux installations de la Roban. Et éviter les embouteillages avant, pendant et après les services. En quoi ils sont en complicité avec Mme Porchen? Ça ne tient pas debout. Pour le sous-commissaire principal, on lui a donné la mission d'assurer la garde et la protection des personnes et de leurs biens. Toujours à la Roban. Je ne vois pas les liens juridiques qui peuvent les lier avec Mme Porchen. Monsieur le Président, avec votre autorisation, si vous pouvez déposer sur le banc, la police dedans, si on peut déposer ces pièces sur le banc.
Nous continuons, Monsieur le Président. L'organe de la loi a semblé définir l'arme, parce qu'il a dit que non, nos clients ont agi avec participation criminelle. Mais il n'a pas pu vous démontrer comment Madame Bochen, qui venait de l'Allemagne, elle est arrivée à Kinshasa. Les policiers sont affectés depuis plusieurs mois, là où ils sont. Les coopérations ou leur amitié, leur bande, parce qu'il a cité plusieurs infractions, association des malfaiteurs, vol à main armée, nous ne comprenons pas, Monsieur le Président. Mais il est important de préciser, Monsieur le Président, que pour qu'il ait une infraction, pour parler de la condamnation, l'organe de la loi a oublié de vous amener de preuves. Il n'a pas amené de preuves. C'est quoi la preuve? Nous citons. Ce sont les faits ou bien vous êtes déjà en droit? Non, les droits sera développé. Les droits sera développé. Nous sommes dans les faits, Monsieur le Président. Ce sont les observations. Entre guillemets, Monsieur le Président, une observation. Par rapport aux faits, c'est ça? Par rapport aux faits, exactement. Monsieur le Président, nous disons que l'organe de la loi n'a pas amené de preuves pour condamner nos deux policiers. C'est pourquoi nous disons qu'il était à court d'arguments. Lorsqu'on est à court d'arguments, on devient perplexe. Il était perplexe, pourquoi? Parce que vous avez entendu qu'il a violé même l'article 21 et 23 du Code pénal ordinaire. Si nous pouvons les lire, il a condamné. Ok, l'article 23, il a requis, Monsieur le Président, merci pour la correction, il a requis la peine de mort pour nos deux policiers. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et la loi nous dit ceci: sauf disposition particulière établissant d'autres peines, les co-auteurs et complices seront punis comme suit. Les co-auteurs de la peine établie par la loi à l'égard des auteurs, les complices d'une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine. Et à la fin, le point 3 dit, lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable aux complices sera la servitude pénale de 10 à 20 ans. Ce n'est pas ce que l'organe de la loi a fait. Nous l'avons dit, Monsieur le Président, que nous serons courts, clairs et concis. Nous n'allons pas abuser de votre temps.